Tu verras fleurir les articles, il n'y aura pas de bull run, c'est terminé, échec du cycle, première fois depuis 2009 que le cycle haussier échoue, etc. Et tout. Tu verras tout ça partout exploser. Le gros débat, c'est où est-ce qu'on en est en gros dans le cycle crypto, avec tous les événements qui a eu lieu, l'arrivée de BlackRock, l'intelligence artificielle, un petit peu comment tout ça, on voit bien que le marché traditionnel est quand même à des niveaux relativement élevés, en particulier le marché US, parce que c'est le marché US qu'on regarde en priorité, avec des capitalisations qui sont assez importantes, en particulier sur les grosses caps. On est arrivé à un marché qui est à 200% du PIB américain, donc qui est très valorisé. Et donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le marché crypto si à un moment donné, ce marché détruit un petit peu de valeur pour revenir à des valorisations qui sont plus saines pour le marché. Une autre question, Vincent, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais peut-être que tu pourrais y répondre, c'est de quelle manière on pourrait avoir un recyclage des capitaux, éventuellement les capitaux des grosses caps qui pourraient repartir vers les low caps ou les mid caps. Ça, c'est un petit peu un truc que moi je défends depuis un petit moment, mais c'est vrai, s'il y a un effondrement du marché de manière globale, effondrement entre guillemets évidemment, hein. Je ne parle pas d'un truc où on va faire moins 100%, mais en tout cas, s'il y a un allègement des valeurs, est-ce qu'on peut avoir des flux qui partent au moins sur les petites capitalisations et donc sur les cryptos? Voilà, bon, j'ai posé un peu les bases. Du coup, je te laisse parler. Ok. Non, alors moi, effectivement, ça m'inquiète pas tant que ça. Déjà, en fait, quand on parle de, et tu as raison, quand tu parles de survalorisation du marché action, en fait, on parle du S&P 500. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le S&P 500, tu parlais d'un rapport entre la market cap et le PIB américain de 200%. C'est Warren Buffett qui utilise ces ratios pour comparer la market cap d'un pays à son PIB et te dire si le marché boursier est sous-valorisé, bien valorisé, survalorisé, voire en bulle spéculative. Et c'est vrai que le S&P 500, il est en bulle spéculative. En fait, là où moi je ne m'inquiète pas, c'est que le S&P 500, effectivement, il est cher. Tu prends la plupart des ratios de valorisation. On peut prendre, là, on a pris market cap sur PIB, mais on peut prendre le price earning ratio, le PE Shiller, le PE forward, tout ce qu'on veut. Il a déjà été plus cher. Il a déjà été plus cher en 2021, lorsqu'on était au bout de la bulle spéculative dite des taux zéro. Bon, et au début du siècle, en 2001, avec la bulle Internet. Donc, il a déjà été plus cher, mais effectivement, on n'est pas loin de ces niveaux de valorisation. La chose, en fait, c'est que cette survalorisation du marché action US, comme tu l'expliquais à l'instant, elle est concentrée sur 8, 9, 10 valeurs. Le S&P 0,7 peut paraître super cher. Nvidia peut paraître très cher. Et encore, pour certains, si tu prends par exemple, je regardais encore ce matin, parce que les résultats d'Nvidia sont tombés, et il y avait un super graphique du PE forward de Nvidia, donc son prix, sa market cap par rapport à ses bénéfices futurs. Et le PE forward d'NVIDIA, il est encore tout en bas. Hein, ce qui montre, alors bien sûr, il faut avoir raison sur les perspectives de bénéfices. En fait, si on retraite le S&P 500 de ces 10 valeurs, alors même 7, même 4, enfin les 4-7 qui font l'essentiel de la hausse, et qu'on regarde, vous l'avez d'ailleurs sur TradingView, le S&P 500 équipondéré, en fait, il n'y a pas eu d'envolée, il n'y a pas eu de belle spéculative, il n'y a même pas eu de nouveau record historique. On est à peu près au niveau du sommet de 2021, mais on n'a pas explosé, à la différence du S&P 500. Et lorsqu'on regarde les ratios de valorisation du S&P 500 équipondéré, donc c'est quand même beaucoup de large cap, lorsqu'on regarde les ratios de valorisation des small et mid cap, tu en as dit un mot, lorsqu'on regarde les ratios de valorisation des actions européennes, lorsqu'on regarde les ratios de valorisation des actions chinoises ou des actions indiennes, on est vraiment à la moyenne, voire même sous-valorisé. Donc en fait, le marché action US, il peut paraître survalorisé, ça peut faire peur, et on se dit à un moment ou à un autre, ces valeurs vont corriger, mais d'ailleurs, elles ont récemment corrigé. Il y a eu un flash crash, il y a eu une correction cet été des valeurs de la tech. Oui, c'est sûr que ça pèse sur Bitcoin, mais finalement, on voit que les flux reviennent assez vite. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le reste de la cote, ce qu'on peut appeler la profondeur du marché action, elle n'est pas valorisée. Et moi, j'ai un scénario, et je te rejoins là-dessus, Kovan, c'est lorsqu'on va vraiment, ça a déjà commencé. Là, on a validé les renversements baissiers des taux d'intérêt du marché. Puis petit à petit, va s'installer une tendance baissière. Et plus elle va s'installer, plus elle va devenir profonde, cette tendance baissière, plus elle va finir par profiter à ce que j'appelle donc la profondeur du marché, c'est tout le reste de la cote, toutes ces valeurs qui étaient soit correctement valorisées ou même sous-valorisées, l'ensemble des valeurs dites cycliques, donc là, les small et mid cap, qui, elles, ont un gros potentiel de rattrapage. Et donc, en fait, par cette rotation, ce transfert des capitaux,
je ne pense pas que même si les stars de la tech devaient retracer, que ça puisse nuire à Bitcoin. Et j'irais même au-delà. Alors, on va parler du cas de macro, ce qu'on n'a pas encore parlé. Là, je pars du principe qu'il n'y a pas de récession, d'accord? Donc là, je suis dans un scénario où il n'y a pas de récession, il y a un ralentissement économique, mais il n'y a pas de récession. Il y a suffisamment de croissance pour maintenir des perspectives de bénéfices. On peut même envisager qu'à un moment ou un autre, les stars de la tech étant survalorisées, les capitaux ne voulant plus aller sur du Nvidia, sur du Zone, sur du Google, enfin, Amazon, elle est encore basse. Même Tesla, elle est encore basse. Hein. Mais imaginons, elles ne veulent plus aller sur Nvidia. Bon, ok, très bien. Elles ne veulent plus aller sur Microsoft. Moi, on peut envisager, je pense, à un moment ou à un autre, une rotation vers, pourquoi pas, à ce moment-là, Bitcoin. Et moi, je regarde, et j'arrête de parler, beaucoup de ratios en analyse technique. Et je regarde, par exemple, le ratio Bitcoin S&P 500, le ratio Bitcoin Gold. On peut même regarder le ratio Bitcoin Nvidia. Et je pense que l'aura, alors, sur Bitcoin Gold et Bitcoin S&P 500, c'est vraiment une belle phase haussière. Et en fait, depuis 6 mois, on s'est mis en range. Et moi, je pense que ça sortira par le haut. Donc, en fait, j'insiste sur ce fait pour expliquer qu'il y a un côté relatif qui fait que Bitcoin ne serait pas pénalisé s'il y avait un arrêt de ces flux entrants sur les stars de la tech, hors récession, encore une fois, vraiment hors récession. Ouais, du coup, il pourrait éventuellement rentrer en phase de latéralisation et derrière, un peu comme Bitcoin le faisait pendant les précédents cycles, permettre en fait que des capitaux aillent plutôt dans d'autres valeurs que rester dans une phase continuelle de hausse des stars de la tech, quoi. Ce serait plutôt un peu le scénario. Exactement. Je voulais te montrer, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors attends, je vais le chercher. Je vais te montrer, je vais partager le ratio Bitcoin S&P 500. Voilà, celui-là, je le trouve pas mal du tout. Alors attends, je vais partager mon écran, je ne sais pas comment faire. Je me dépêche, boum, présenter, partager l'écran, Voilà, hop, partager. Voilà, normalement, là, vous voyez le ratio Bitcoin S&P 500. Oui. En fait, bon, je viens l'Ishimoku qu'on y voit clair. Alors déjà, on peut faire l'analyse technique sur les ratios, il n'y a pas de souci. Là, c'est le vrai S&P 500, d'accord. C'est le rapport relatif entre Bitcoin et S&P 500. Tout ça pour dire en fait qu'il y a un rapport relatif, il y a des tendances, et à un moment ou à un autre, Bitcoin peut surperformer le S&P 500 et inversement. Si on prend par exemple le précédent bull run, qui était le bull run ici, donc entre octobre 2020 et le printemps 2021, tu as eu des signaux techniques hyper avantageux sur le ratio Bitcoin S&P 500, et Bitcoin a pu avancer sans le S&P 500. Si tu prends la fin du bear market en 2022 et que tu regardes la construction du mouvement du ratio Bitcoin S&P 500, impulsion, range. Impulsion, range. Et donc, en fait, moi, mon idée, et c'est pour ça que je ne m'inquiète pas trop du SP500, c'est qu'on serait dans un truc un peu de cette nature-là, où, voilà, quelque part, ces prochaines semaines, on parle tous du mois d'octobre, fin d'année, voilà, quelque part, on aurait une extraction par l'eau. Tu regardes d'ailleurs que le ratio Bitcoin et S&P 500 n'est même pas à son record historique. Donc lui, il n'a pas fait l'erreur, comme Bitcoin, de revenir à son ATH trop tôt. Lui, il est resté quand même assez en retrait. Et je pense dans un scénario qui serait hors récession, parce que là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un rapport relatif. Si la courbe monte, si la courbe donne des signaux haussiers, c'est que le Bitcoin surperforme. Mais imaginons qu'il y a un krach boursier général, si la courbe monte, ça veut simplement dire que le Bitcoin baisse moins. Donc je ne m'inscris pas dans un scénario de récession, dans un scénario neutre de soft landing, ou le cadre en fait qu'on a actuellement, donc pas d'envolée du taux de chômage. Eh bien, lorsqu'on aura un nouveau signal de redémarrage de ce ratio, je pense que ça peut coïncider, voire même être précoce à un signal de bull run. Bon, voilà, on peut même y ajouter Ishimoku, et tu vois que je trouve que par exemple, en octobre dernier, toi, tu avais eu un super signal ici, en octobre 2023, je vais virer ça parce qu'on ne voit rien, hop. C'est-à-dire, la bougie d'octobre 2023, pour ceux qui aiment Ishimoku, elle était magnifique. Et là, je me dis, ça fait 7 mois qu'on ne fait rien, est-ce qu'on ne trouverait pas support par ici pour repartir? Bon, enfin voilà, c'est tout ça pour dire en fait que ce côté relatif au S&P 500 ne me gêne pas. Bien sûr, si le S&P 500 se prend une méga claque parce qu'on a une hausse du taux de chômage et que tous les stars de la tech s'effondrent, on s'en mangera une, on est d'accord. Mais pour moi, ce sera un phénomène de court terme. Et de toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que si on a une récession, donc vraiment une récession agressive de type 2008, ce ne sera même pas un problème de Bitcoin ou des cryptos, c'est qu'en fait, il n'y aura aucun endroit en bourse où se cacher, hormis peut-être les obligations, quoi. Alors maintenant, la question est, est-ce que, toi, je sais que Coman, tu as un sentiment sur la récession
Ouais, j'ai une vision sur la récession, effectivement. Dans les cycles économiques, la récession, elle est inévitable, elle arrive tôt ou tard. Elle est souvent liée à une précédente surchauffe de l'économie qui conduit à l'inflation et derrière, on a une récession qui vient un petit peu pour refroidir. Donc, elle est inévitable, la récession. La question, c'est pas si elle viendra, la question, c'est quand elle viendra. Et, euh, et la seconde question, c'est est-ce qu'elle va laisser le temps au marché crypto de développer son bull run complètement. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même Bitcoin qui a bien progressé depuis janvier 2023. Et rappelez-vous, c'était le moment où OpenAI est arrivé avec ChatGPT. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une vie avec l'IA, quoi, concrètement. Et tout le monde s'est posé la question de savoir quelle révolution ça allait apporter à notre quotidien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'NVIDIA a progressé, parce qu'NVIDIA produit des cartes graphiques et ces cartes graphiques sont utilisées pour les calculs utilisés dans l'IA. Donc, c'est ce qui a généré finalement toute cette hausse depuis janvier 2023, la progression du Bitcoin avec l'arrivée de BlackRock, avec tout un tas de choses qui ont conduit à tout cela. Mais on n'a pas vraiment de phase d'euphorie jusqu'à présent. On a effectivement une hausse soutenue par tout un tas d'événements fondamentaux, le halving, le fait que les gros investisseurs arrivent, les institutionnels, les ETF. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais il manque quelque chose de très important pour vraiment développer pleinement le cycle, et c'est l'arrivée du grand public et c'est le fait qu'on commence à avoir une petite explosion. Alors, il y a pas mal de graphiques qui montrent que début d'année, on a eu quelque chose. On a eu pendant janvier, février, mars, pendant les 3 premiers mois de l'année 2024, on a eu quelque chose. On a eu un début d'euphorie, mais ça s'est très, très vite calmé et finalement, depuis, on est dans une construction, dans une consolidation qui paraît très longue. Donc, qu'en dis-tu? En fait, pour moi, cette consolidation qui paraît très longue, et effectivement, elle dure depuis 6-7 mois. Alors déjà, elle peut paraître longue parce que bah, forcément, lorsqu'on regarde ces graphiques tous les jours, même qu'on traite tous les jours, ça peut fatiguer, ça fatigue les esprits. Hein. On a fait quoi? On en est à la combienième tentative? On a balayé ça. Attends, on va reprendre ça. On a eu une première, un deuxième, une tentative, un troisième, un troisième. Là, et puis là, le récent short squeeze bull trap. En fait, pour moi, effectivement, on n'a pas eu cette énorme phase d'euphorie qui sera liée à la cassure de l'ATH lorsqu'on atteindra les 100K. Tu vois, c'est vraiment là où la masse des traders particuliers, c'est pas péjoratif, hein, mais n'y est pas. C'est pour ça, moi, j'ai confiance en fait, parce qu'on n'est pas encore entré. Le mouvement, en fait, Bitcoin, il s'est mis une balayette tout seul. Il s'est puni tout seul. Pourquoi? On n'aurait jamais dû avoir le mouvement qu'on a eu en janvier, février, mars. Il était beaucoup trop tôt. Il est intervenu beaucoup trop tôt. Et ça, c'est en fait une distorsion qui est liée à l'arrivée des ETF. Jamais on n'aurait eu le pump de février, mi-janvier jusqu'à mi-mars, jusqu'au 13 mars, sans les ETF. Alors, c'est à la fois bien, mais c'est aussi la cause de ce qui se passe depuis 6 mois, c'est que le marché était beaucoup trop en avance sur son cycle habituel. Reprenez Bitcoin depuis 2009, jamais il était à son ATH, il a même fait un nouvel ATH. Hein. L'ex-ATH, c'était 69,9, on a fait 73 quelque chose, 73,7. Jamais fait ça de sa vie, et notamment avant le halving. Donc en fait, c'est simplement cet excès-là qui est corrigé, et ça fait mal, qui est corrigé de manière volatile. Mais limite, c'est parce que ça fait 6 mois, 7 mois, peut-être 7 mois si ça dure encore jusqu'à mi-septembre et un peu au-delà, c'est parce qu'on a cette phase-là que moi je pense qu'on arrivera à franchir la TH, et j'irai même au-delà en disant qu'on ne s'arrêtera pas aux 100K. Donc, moi, cette phase-là est plutôt rassurante. Alors après, tu as ce qu'on fait, tu as les alts. En fait, les alts, il y a eu un vrai piège. Il y a eu un démarrage entre octobre et mars sur les alts, où on pensait que c'était le début de la saison des alts, mais en réalité, c'était un piège pour deux raisons. D'une part, parce que, la dominance du Bitcoin ne baissait pas, et d'autre part, deux, sur la plupart des alts, le rallye qui a été fait entre octobre et mars, en fait, c'était une vague 4 dans leur bear market. Leur bear market qui avait commencé en 2021, et il y a un certain nombre de jetons, en fait, leur rallye, ça a été qu'une vague 4, et certains sont allés rechasser plus bas pour faire cette 5e vague qui termine leur bear market. Donc moi, je me dis, on arrive sur certaines altes au bout du bout de leur bear market qui avait commencé en 2021. La dominance du Bitcoin a continué de progresser, et je pense que l'intervalle 57%, 60%,
moi, je vois la dominance aller à 60% grand max avant de commencer à échouer. On peut même faire l'analyse technique sur la dominance de Bitcoin. Donc, voilà, moi, ce qu'on vit depuis 7 mois, on peut toujours trouver des raisons fondamentales, la Fed, le pivot de la Fed, l'environnement macroéconomique, les perspectives de politique monétaire, les ventes de Mt. Gox, du gouvernement allemand, tout ce qu'on veut en fait. On peut lister tout ce qu'on veut, mais en fait, ça ne sert à rien. On peut simplement s'en tenir à la saisonnalité de Bitcoin et au fait que le mouvement de février-mars, pour moi, était une anomalie. Et donc, cette anomalie ou cet excès est corrigé par cette phase volatile hyper désagréable, qui est une espèce de structure en porte-voie descendante qui fait mal à tout le monde dans les danses. Et lorsque tout le monde se sera fait lessiver, lorsqu'on arrivera à un épuisement des esprits et lorsqu'on arrivera au plus bas du plus bas de l'intérêt des traders particuliers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, c'est là où ça va démarrer. Et on a envie de croire que ce soit octobre. Alors, est-ce que c'est le scénario trop facile? Moi, je ne pense pas parce que on a beau dire octobre sera un mois favorable, il y a quand même beaucoup de personnes qui doutent. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le mois d'octobre. C'est ce mois d'octobre 2024, c'est un objectif, alors que moi je m'étais fixé depuis 2 ans maintenant, hein, quand on regarde un petit peu les cycles qu'on a eu jusqu'à présent. C'est la période qui paraît la plus évidente pour démarrer, le cycle. Alors, entre octobre et janvier, hein, 2025, on va dire. Donc, dans un scénario où vraiment on veut épuiser tout le monde, l'hypothèse que j'évoquais tout à l'heure, c'était, finalement de pas démarrer tout de suite, de pas démarrer en septembre, octobre, novembre, décembre comme on l'attend, mais de continuer à épuiser tout le monde dans une latéralisation qui conduirait à une capitulation en fait, par le temps plutôt que par les prix. Donc, ce qui va un petit peu à l'encontre de cette hypothèse-là, c'est, tout à l'heure tu l'as montré, hein, rapidement, Ichimoku sur, le S&P 500 et le Oui, graphique est relativement proche de Bitcoin contre l'USD, sinon tout à fait. le fait Tout à qu'il a fait. pas fait d'ATH. Et on voit qu'on a un nuage qui est hyper épais à partir du mois d'octobre Tout à et fait. on a envie d'être au-dessus de ce nuage sur cette période-là. On n'a pas envie d'être dedans ou pire, en dessous. Et c'est vrai que, si ce scénario tient, si effectivement on arrive à construire au-dessus de 60K, ju ap enfin, d'ici à fin septembre, début octobre, quoi. Si on n'arrive pas à le faire, dans cette période-là, ça va être plus compliqué, je pense. Moi, si tu veux, alors, en fait, si tu prends pour ceux qui utilisent l'Ishimoku, cette espèce d'énorme nuage weekly qu'on voit un peu partout, on l'a même sur le ratio Bitcoin-Gold. Et d'ailleurs, sur Bitcoin-Gold, on est entré à l'intérieur. C'est parce que le Gold, étant sur son record historique, ça appuie un peu sur ce ratio. Et je me dis que s'il devait rester un dernier drop, imaginez une dernière frayeur. Parce que là, ce que fait Bitcoin est assez similaire à ce qu'il a fait en août et septembre dernier, où il y avait eu des short squeeze, des bull traps, on s'était fait peur, on était sous le prix réalisé court terme en analyse on-chain, il y avait eu un death cross. Donc beaucoup de choses où tout le monde pensait que les 25K allaient céder, puis finalement ça a été le bottom, on était parti pour un super mois d'octobre. Moi je me dis s'il doit rester un dernier drop, pour une raison globale macro, il y a des stats importantes là d'ici la Fed, ça peut être effectivement d'aller chercher la SSB de ce nuage weekly dont tu parles. Et la SSB de ce nuage weekly dont tu parles, là, elle est à 50K. Donc, il existe la possibilité de se refaire peur à 50K tout en conservant la structure bullish, en tout cas du système Ishimoku. Ça, c'est pour moi, l'incertitude, elle est là. Alors après, je sais que certains attendent 44K. Alors pourquoi 44? C'est parce que tu sais, c'est pile poil 50% de retracement en arithmétique entre le point bas de novembre 2022 et le point haut de mars 2023. Et techniquement parlant, ça fait partie des possibilités, dans le sens où, encore une fois, si on devait retourner à 44K et retracer 50% de toute cette première phase de hausse, parce que pour moi, c'est qu'une première phase de hausse, c'est encore une fois parce que Bitcoin n'aurait pas dû être au-dessus de son ATH, parce qu'il est quand même arrivé au-dessus de son ATH en faisant 73K 6 semaines avant le halving. Si vous prenez, je vais repartager mon écran. Je ne sais pas si on le voit. Je vais partager. C'était quel graphique? Je l'avais quelque part. Voilà. Voilà, celui-là. Je ne sais pas si là, tout le monde le voit. Attends, il faut que je l'ajoute. Ouais, c'est bon. Voilà, tout le monde le voit. Si tu prends, donc là, j'ai Bitcoin, j'ai le Bitcoin All-Time History Index. Donc d'ailleurs, sur TradingView, vous l'avez. Hein.
vous avez le Bitcoin All-Time History Index, vous allez ici, et voilà, Bitcoin All-Time History Index, ça permet, donc le code est BTC-USD, donc il faut vraiment regarder le libellé, parce qu'ils ont tous le même code. Ça permet d'avoir tout l'historique. Et lorsqu'on regarde, en fait, où se situait Bitcoin par rapport à son axe ATH au moment du halving, on voit ici qu'il s'est situé en retrait et qu'il a cassé l'ATH 16 semaines après. On voit ici qu'il se situait en retrait et qu'il a cassé son ATH 33 semaines après. On voit ici qu'il s'est situé en retrait, donc ici c'est le halving, et qu'il a cassé son ATH 29 semaines après. Et là, voilà, on n'avait jamais vu ça. Un Bitcoin qui, au moment du halving et même quelques semaines avant, avait dépassé son ATH. Et donc, l'explication de cette espèce de pattern qui fait mal, parce qu'on voit bien que c'est une structure élargie, volatile, pour moi, elle corrige ça. Elle corrige le fait que nous aurions dû être ici plutôt vers octobre-novembre. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, c'est pour cette raison en fait que ce que fait Bitcoin depuis 7 mois, ça ne me fait pas peur, parce que c'est une phase volatile qui fait du mal aux capitaux, mais en fait qui est en réaction à un excès haussier. Voilà. Il y a un débat aussi sur l'ATH. Le fait Ouais. que si tu prends le graphique par rapport à la capitalisation du BTC et la masse monétaire en circulation, on constate finalement que l'ATH ne serait pas, n'aurait pas été fait. Est-ce que tu pourrais nous le partager là? Je serais curieux de le voir. Alors, c'est un truc S'il que te j'ai vu plaît. passer sur Twitter, je t'avoue que je ne l'ai pas reproduit de mon côté, mais D'accord. le fait qu'il y ait eu de l'inflation conduit forcément à ce que la valorisation, si tu la reprends en brute finalement, heu, Donc c'est conduit à ce qu'il n'y ait pas d'ATH. la market cap qui est retraitée de quoi? De la quantité de Alors c'est la le masse M2 monétaire du ou le marché M1, ou? c'est la capitalisation totale du BTC contre, M2 ou M1, je ne sais plus exactement OK, laquelle c'est. d'accord, donc contre la masse monétaire du marché. Voilà, c'est ça, et donc si tu regardes ce graphique-là, tu constates que l'ATH finalement n'est pas fait. Attends, on doit Donc pouvoir le faire. Je regarde si je peux le faire rapidos. bah, à l'occasion, je pense qu'on y jettera un œil. Il faudra que je retrouve exactement le graphique que c'est et puis on partagera à l'occasion d'un Monnaie autre stock, live ou sur CR éventuellement, sur Crypto Research. M2 monnaie stock. On a une Alors, question de Sylvestre. Je ouais. vais, j'ai une fonctionnalité que je peux voilà, j'ai toujours voulu faire ça. J'affiche donc la question. Si BTC latéralise pendant des plombes, ça peut être favorable aux alts. C'est un peu, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait que les grosses caps du marché tradi pouvaient latéraliser et que finalement on aurait des capitaux qui iraient sur d'autres, Alors, je vais répondre à ça. Je vais partager. Là, je partage mon graphique de la dominance. Je ne sais pas si vous le voyez. alors attends, faut que ouais, c'est bon. Alors, pour moi, la saison des alts, elle n'a jamais eu lieu. Et c'est pourquoi je continue de penser que tout. Alors, oui, oui, non, elle n'a pas eu lieu en fait. Pour ça, prenez simplement Total 3, la capitalisation boursière Total Crypto en enlevant ETH BTC. Il y a eu un pump, ok, très bien. On est très loin de la TH et là, le retracement est assez profond. Mais ce n'était pas une saison des alts. En fait, ce qu'on appelle la saison des alts, on a des exemples du passé. Bon, il y en a eu deux grosses. Alors, bon, avant, il n'y avait pas d'alt, hein, d'accord, mais la première saison des alts, tout simplement parce qu'elles sont apparues, et notamment ETH en 2017, ok. Celle qui est plus proche de nous du dernier cycle, elle avait commencé en janvier 2021. En fait, une saison des alts, c'est lorsque les alts se mettent à attirer les capitaux en défaveur de Bitcoin d'un point de vue relatif. Hein. Il n'y a pas de baisse de Bitcoin, mais simplement qu'elle surperforme. Et donc, ça se traduit par une baisse du poids de Bitcoin dans la market cap totale. Alors, c'est souvent aussi parce qu'à ce moment-là, ETH fait son rattrapage, mais pas que. C'est aussi l'environnement des alts. Ça, c'est une saison des alts. Donc, en fait, si vous prenez le mouvement de la dominance de Bitcoin depuis novembre 2022 jusqu'à nos jours, le pump des alts, il y a eu un pump des alts là entre octobre 2023 et mars dernier. Ce pump des alts s'est traduit par une augmentation de la dominance de Bitcoin. Certes, c'était poussif, mais c'était quand même une augmentation de la dominance de Bitcoin. Donc, en fait, ça nous suggérait quoi? Enfin, avec le recul, moi, je suis tombé dans le piège comme tout le monde. Le fait qu'en fait, la plupart d'entre elles, elles étaient encore en bear market. Et elles faisaient un rallye dans leur bear market. Pas tout, hein, mais certains jetons sont allés faire des nouveaux plus bas ou sont revenus à la case départ, mais pas tous. D'autres jetons, en fait, ont fait une grande 1. Et là, ils ont fait une grande vague 2. Et la vague 2, ça peut retracer 78,6. Donc voilà. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que il arrivera un moment où
la dominance du Bitcoin va cesser de monter, mais je pense il va falloir être patient. Pourquoi? Parce que déjà, les ETF sont sur Bitcoin. Lorsque Bitcoin va casser son ATH, va accélérer à 90, puis 100, puis 150, etc. Mais déjà, on va s'arrêter à 100. Les flux vont arriver sur Bitcoin. Donc, la poussée va tellement être forte sur Bitcoin que ça peut continuer marginalement de faire augmenter sa dominance. Je pense que par rapport au cycle passé, la différence, c'est que le passage de témoin, il va être tardif. Je ne dis pas que les altcoins ne vont pas monter. Bien sûr que si le Bitcoin casse son ATH, elles vont monter. Mais d'un point de vue relatif, je pense que le passage de témoin sera plus tardif. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut essayer d'affiner ça? Vous prenez l'analyse technique de la dominance du Bitcoin. Moi, ça, c'est une pattern que je regarde depuis maintenant plusieurs semaines. Bon, elle est un peu tirée par les cheveux. C'est moi qui la cherche un peu. Je cherche un peu à la créer. Mais tout de même, on voit bien la différence. Là, on a eu un mât haussier. Et là, on voit bien que ça devient poussif, que ça patine. On peut envisager une espèce de structure en wedge. Alors attention, le wedge, on peut le développer. Hein, si je prolonge, je peux développer mon wedge encore quelques mois. Et regardez, j'ai ce niveau ici qui est de mars 2021, lorsqu'on avait droppé sous 60%. Et moi, je verrais bien un scénario où on continuerait de monter comme ça. Et par ici, dans le haut du biseau, sous les 60%, avec en plus la divergence longue, à ce moment-là, ici, avoir enfin un rejet et une vraie saison des alts. Ce qui nous emmène en fait plus vers 2025 que la fin d'année. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter les alts maintenant. C'est-à-dire que si la Bitcoin, en octobre, casse son ATH et termine à 90K en fin d'année, peut-être 100, on verra bien. Mais bien sûr que la plupart des jetons auront déjà fait une poussée. Hein. Ouais, c'est compliqué. Je t'avoue que dans ma vision long terme, là, sur le cycle, je parle des projections hein, qui ont été faites il y a 2 ans. On est sur le niveau auquel je m'attendais pour un potentiel retournement. D'accord. Mais Bitcoin a surpris tout le monde hein, dans ce cycle. La force du Bitcoin est, je pense, au-delà de toutes les attentes. Le fait La que distorsion des BlackRock rentre dans le ETF, hein, game. c'est vraiment la Ouais. distorsion des ETF. C'est ça, en fait, c'est un peu triste. C'est dommage que les ETF aient créé ça tout de suite, quoi, trop tôt. Ouais, bah, tu vois, justement, on a plusieurs questions là, dans le chat par rapport à l'influence des ETF. C'est Melson qui posait la question, Melson78. Il voulait qu'on parle de l'influence des ETF. Alors, forcément, dans ce cycle, hein, il y a une grosse pression acheteuse qui est liée aux institutionnels et notamment à BlackRock, Fidelity, etc. Et du coup, bah, l'influence, c'est qu'on a des achats spot qui sont faits par le biais de ces ETF. Et C'est tout à fait. Le client veut son ETF et derrière, la société, elle, les achète concrètement, quoi. Effectivement. ouais, du coup, forcément, ça a eu une incidence sur le cycle et on l'a vu probablement sur l'ATH qui est arrivé avant le halving. Maintenant, moi, il y a toujours une question que je me suis posée, c'est que généralement, les traders institutionnels et professionnels rentraient sur le marché crypto pendant les cycles par le biais des actions blockchain et notamment les mineurs de Bitcoin. Et moi, je me posais la question de savoir si finalement ces ETF n'allaient pas avoir une incidence sur les actions. Alors pas forcément Coinbase, parce que Coinbase, on voit qu'ils sont au centre de tout, donc forcément, je pense que si on a une euphorie sur le marché crypto, Coinbase en bénéficiera quoi qu'il arrive, même si éventuellement on est dans un marché plutôt baissier au niveau du marché traditionnel. Mais c'est plutôt tous les mineurs de Bitcoin qui sont généralement un peu en difficulté après le halving, et qui derrière arrivent à récupérer de la capitalisation grâce à l'explosion du marché crypto. Je je pense que dans ce cycle, ça pourrait être un petit peu différent. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, toi, Vincent? Bah, la chose, c'est ça, effectivement. De toute façon, la majorité des nouveaux capitaux, la masse des capitaux, elles vont aller vers l'ETF, là où il y a des ETF qui sont disponibles. Après, si tu regardes le comportement en bourse de certaines actions qui sont liées aux crypto, tu parlais de Coinbase, même prendre le jeton de Binance ou même MicroStrategy ou d'autres comme ça, il y a quand même de la demande, elles sont quand même positivement corrélées et elles suivent une tendance haussière. Mais c'est sûr qu'elles peuvent avoir une tendance haussière et pas forcément attirer autant de capitaux qu'on aimerait qu'elles attirent. Mais ça, je pense qu'il y aura une rotation. Et mon opinion, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans un premier temps, ça va aller sur les... Forcément, c'est obligatoire. Le jour où les médias vont faire leur une, espérons cette année, Bitcoin dépasse les 100 000 $, tous ceux qui n'y croyaient plus, qui étaient désespérés, ils vont tous arriver, ils vont avoir le réflexe. Ah mais oui, les ETF, c'est facile, je connais. Boum. Donc ça va encore ramener des flux sur les ETF. Et arrivera un moment,
où on va arriver dans un excès et où ça va se déverser. Alors, ça va se déverser où? Ensuite, tu as les ETF, ETH, où je pense qu'on aura. ETH, c'est encore plus désespérant que BTC sur la période. Mais il y aura un rattrapage d'Ethereum. Et je pense qu'il y aura ce rattrapage via les ETF quand justement personne n'y croira, quoi. Et ensuite, ça va se déverser. Ensuite, ça se déversera sur tous les actifs qui sont corrélés, quoi. Mais c'est sûr que l'essentiel des volumes, ça va rester sur les. C'est le produit de ce cycle. Hein. Ouais, mais justement, c'est intéressant que tu parles d'Ethereum parce que il y a une question à laquelle le marché doit répondre, je pense, c'est Ethereum ou Solana? Alors, la chose, c'est que Solana, elle a quand même déjà bien pumpé. Solana, il fallait l'acheter il y a 1 an et demi, quoi. Mmh. C'est facile à 10 dire. dollars, quoi, En globalement. termes de, Entre 10 et 20, quoi. multiplicateurs. D'ailleurs, pour Solana, j'ai un peu suivi l'actualité récente, mais il y a toujours des doutes pour les ETF. Non, moi, je pense que c'est Ethereum qui va en profiter dans un premier temps. Ouais. Et Solana a quand même montré Après, il beaucoup suffit de de regarder choses. ça. Moi, je regarde ça d'un point de vue technique. Je regarde mes ratios. Donc, Mmh. voilà, regardons le ratio. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, donc j'irai le faire, ça me donne une idée. Mais regardons le ratio ETH sol, on verra bien. Il est relativement intéressant, effectivement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même eu pas mal d'arbitrage favorable envers Solana. C'est probablement pour ça qu'Ethereum est aussi faible, je pense, Peut-être, ouais. depuis ces dernières semaines et ces derniers mois. Sol a montré vraiment beaucoup de force. Il y a des événements fondamentaux aussi sur Solana qui attirent un petit peu, je pense, de capitaux. Donc à voir, mais c'est vrai que je me pose la question depuis un petit moment maintenant sur, est-ce qu'on n'a pas maintenant un troisième acteur, tu vois? Comme on avait BNB dans le dernier cycle, aujourd'hui on voit que BNB est un petit peu en dessous, même s'il reste encore relativement fort, hein, le BNB. Comment ça va se passer un petit peu? Je pense Les que 4 grands, quoi, les 4 grands. ouais, tu as Bitcoin qui est clairement le plus fort aujourd'hui. Ouais. Derrière, quand on va, avoir des arbitrages à faire, vers où on va aller? Alors ça sera sans doute Moi, je pense quand même qu'il y aura le rattrapage d'ETH. Alors après, il y a les ex-stars du cycle passé. Je pense par exemple à. Je regarde de plus en plus le ratio XRP-BTC. Pour le coup, mmh le truc est tout en bas. Donc, si je devais jouer un rattrapage, une remontada d'un ex-grand face à Bitcoin, je mettrais bien un petit jeton sur du XRP-BTC. Ouais, par rapport aux procès qui ont été gagnés, par rapport à plein de choses, effectivement, le fait qu'il est au niveau Et du surtout, en système fait, XRP, bancaire. c'était la déception du cycle passé. C'est-à-dire qu'en fait, le cycle précédent, l'explosion qu'on a tenté douce à 10, 15, n'importe, tu vois, des vrais objets, n'a pas eu lieu. Est-ce qu'on va pas l'avoir sur ce cycle-là? Bon, en tout cas, l'avantage d'XRP, c'est qu'au moins, on peut au moins viser la TH, quoi. Ouais, alors là, intéressant, une question. Quid d'Avax? Techniquement parlant, ça fait partie des jetons qui, comme beaucoup d'altes, qui ont bien retracé, en fait. Ce que moi, je sais pas, je pense pas qu'Avax ait fait de nouveau plus bas, je suis pas sûr. Je connais pas tous mes graphiques par cœur. Mais de mémoire, c'est un jeton qui a fait une grande vague 2, en fait, en retraçant 78,6. Attends, je vais aller la regarder. Ouais. Avax, alors, quand on a démarré un petit peu là, fin d'année dernière, la petite phase haussière qu'on a faite, il y a plusieurs jetons qui sont sortis un petit peu du lot et Avax en faisait partie. On avait ESGLD aussi, Solana bien évidemment et et derrière Avax, GLD et autres n'ont pas réussi à enchaîner aussi bien que Solana l'a fait. Mais c'est vrai qu'Avax est bien positionné d'un point de vue fondamental avec ses subnets et tout ça. Donc il y avait la narrative gaming qui est en fin d'année dernière aussi avait commencé un petit peu à exploser, qui a fait que Ouais, Avax a été poussé vers le haut. Mais Avax, c'est vraiment. Avax, c'est typiquement une vague 2. Hein. D'ailleurs, elle est restée contenue en amplitude. tu peux nous afficher ton graphique du coup? Ouais, Au pire, regarde ton écran partagé, hein, au final, ok. plus simple. Avax, tu as eu la fin du bear. Avax, c'était ici. Hein. Elle a fait ses 5 vagues, c'était en octobre 2022. Là, tu as eu une première poussée. On voit bien les 5 temps. La div. Donc là, c'était le mois de mars dernier qui finissait le 5e temps de la première vague. Et là, on fait une vague 2 en 3 temps. C'est un zigzag. Il a fait 61,8. On est sur des bases où ça pourrait se relancer. Bon, maintenant, il faudrait redépasser les résistances. Redépasser les moyennes mobiles. Mais on est sur quelque chose qui est pour moi classique et qui peut permettre de repartir derrière techniquement sur les plus hauts. Quoi. Il n'y a pas Ouais, eu la de piège, relance il n'y a pas eu de surprise technique en fait.
C'est entre 27 et 30 $, en gros, la résistance de Ah ouais, mémoire. c'est ça. En C'est tout vrai cas, que si elle on... fait pas partie de celle qui a été sanctionnée, celle qui a fait le niveau plus bas. Elle a fini son bear comme Bitcoin. Ouais, celle qui me fait le plus peur actuellement, c'est Atom. C'est vraiment celle qui a... Parce que tu regardes tout ce qui est développeur, on a Atom qui est quand même au top en termes de développement. On a beaucoup de beaux projets sur Atom. Que ce soit Babylon, que ce soit Celestia qui a performé, qui est en train un Fondamentalement, petit je peu sais de pas trop quoi redescendre. en penser, mais en tout cas, elle fait partie de celles voilà, qui n'avaient pas fini leur bear. Et donc là, tu as toute la phase entre septembre et mars dernier qui était une vague 4. Et là, voilà, ça plonge. Il faudrait que je la reprenne plus en détail, mais elle fait partie de celles en fait qui. Alors, est-ce que voilà, là, on a le 5e temps de baisse. Est-ce que c'est la fin du bear? Bon, il n'y a pas vraiment de div. En tout cas, on est revenu sur des zones basses, mais la fin du bear, elle sera indiquée par le redépassement de ce niveau, quoi. Ouais, Atom, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. On avait ce niveau à 5-6 $ qui a été franchi à la baisse. C'était une fin de vague 3. Mais ouais, fondamentalement, après, je suis pas trop le. Moi, honnêtement, je vais vous dire une chose. Hein, moi, les dossiers, fondamentalement, à part les majeurs, moi, je regarde ça vraiment sous l'angle technique, ou au moins à quel secteur elles appartiennent, des choses comme ça, quoi. À double bottom en market cap, ça c'est intéressant sur Atom. Un double, ouais, Oui, ça c'est se qu'il passe y a une grosse inflation, donc à la une market grosse cap, ouais. inflation, donc ouais. Mais ce que tu dis est intéressant, Vincent, hein, la partie technique. Tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé les fondamentaux et Ouais. pendant notamment toute la phase de bear en 2022, on avait à droite à gauche mis quelques billets sur des tokens qui ont des bons fondamentaux. Ouais. Et au final, quand tu creuses un petit peu le sujet et que tu commences à avoir une certaine appétence pour l'analyse technique, Ouais. tu commences à te poser des questions sur finalement le fondamental. C'est vrai que c'est un plus, c'est indéniable, surtout si on parle de projection long terme. Mais quand on veut de la performance en termes de rendement, hein, l'analyse technique a quand même 95 d'intérêt par rapport à l'analyse fondamentale. Parce que déjà, tu peux éventuellement mettre des billes dans quelque chose auquel tu n'aurais jamais pensé, si tu t'accroches qu'aux fondamentaux, typiquement les mêmes coins. Et en plus, tu as les signaux de timing finalement que t'apporte l'analyse technique, que ne t'apportera Ça. jamais l'analyse fondamentale. En fait, la chose, c'est qu'il faut pas. Effectivement, on peut avoir par exemple un goût prononcé, une envie d'acheter un jeton parce qu'on connaît le dossier fondamentalement. Voilà, c'est une superbe entreprise, c'est un rôle incroyable, les perspectives sont bonnes, ça fait du cash, c'est pas un meme coin. Et quoi les mêmes coins, ça peut être des stars du prochain bull run. Hein. Mais bon, bref, mais les vrais jetons derrière lesquels il y a vraiment quelque chose, euh, parfois on peut avoir envie de les acheter parce que fondamentalement on sait que c'est solide. Mais il ne faut pas non plus, comme tu le dis, ignorer l'analyse technique. Et limite, si c'est un dossier qui est vraiment chaud fondamentalement, mais tant que c'est bêché techniquement, il faut pas y aller, quoi. Par contre, le jour où on sait que c'est un gros dossier fondamental et que ça revient sur un support long terme, ou que ça valide enfin une pattern de renversement haussier, là, y aller. Mais effectivement, il ne faut pas avoir l'approche de se dire, mais ça, c'est un super dossier, pourquoi le marché le sanctionne? Pourquoi techniquement les signaux sont baissiers alors que c'est une superbe entreprise? C'est pas parce que les signaux sont baissiers que ce n'est plus une superbe entreprise. Ça reste une superbe entreprise. Sauf que l'analyse technique nous dit le timing n'est pas venu, les flux ne sont pas prêts, ou les flux sont peut-être ailleurs. Parce que finalement, en bourse, les flux se déplacent d'actif en actif, et un actif finit par monter quand les flux arrivent. Donc si parfois un actif baisse, où on se dit, mais je ne comprends pas, c'est une super boîte, c'est un super jeton, c'est une super entreprise, c'est une super blockchain, le truc ne pumpe pas, c'est pas parce que la blockchain est pourrie, non, c'est parce qu'en fait, il y a le scope, la loupe du marché, le scope, les yeux de la haute finance, mais ils sont ailleurs. Et à un moment ou à un autre, ils viendront. Et lorsque les yeux du marché reviendront vers l'environnement des alts, il y aura à la fois des hausses spéculatives, et moi je pense que forcément il y aura des pumps, des jetons de type même si ça vaut rien, mais il y aura à ce moment-là les capitaux qui iront sur les vrais gros dossiers lourds fondamentaux. Mais tout ça, ça va arriver tardivement. Il y a le débat de savoir est-ce que le bull run Bitcoin va commencer en 2024 ou en 2025. Alors moi, je pense à 2024, mais les alts, le vrai passage de témoin, je pense que ce sera l'année prochaine. En plus, l'année prochaine, c'est là où on aura le cœur des baisses d'auto des banques centrales. Ça a déjà commencé, mais c'est là, en fait, en 2025, où on va retrouver ce qu'on appelle le taux d'intérêt directeur dit neutre. Les économistes nous disent que 2,5%, c'est le taux d'intérêt de la politique monétaire qui, à la fois, ne contraint pas l'économie, donc ne cherche pas à la faire ralentir, mais qui n'est pas suffisamment bas pour la booster. C'est le taux neutre. Et je pense que c'est lorsqu'on reviendra à ce taux neutre, donc par rapport à la Fed, à la BCE, il va falloir quand même là, 5, 6, 7 mois de baisse de taux,
je pense que là, on aura quelque chose sur les alts. Voilà. Donc, il va falloir être patient. Mais Ouais, je ne dis pas qu'elles ne vont pas monter en attendant, hein, mais leur surperformance. Oui, par rapport à Bitcoin, principalement d'ailleurs. Mais les taux zéro, ça paraît effectivement compliqué de retourner dans On n'y dans retournera une jamais. période comme celle-là. Il ne faut jamais dire jamais, mais on n'y retournera pas. Ou si jamais on devait retourner au taux zéro sur les 6-7 prochains mois, c'est qu'on se mange un hard landing, enfin une récession économique archi agressive. Et quand bien même on reviendrait au taux zéro, dans un premier temps, tous les actifs risqués prendraient super cher. Donc Oui, limite, il ne faut pas souhaiter revenir au taux zéro. Parce que quelqu'un qui souhaite, je veux les taux zéro pour avoir le bull run de 2021. Non, ce n'est pas la bonne approche. Parce que là, on part de 2 ans de resserrement monétaire. Souhaiter des taux zéro rapides, c'est forcément une sanction de la récession. oui. Donc, pas de bull run. Ouais, de toute Point façon, ce qu'il final. faut Hein. voir, Point final. c'est que les taux, c'est un outil qu'a la Fed entre ses mains pour agir pour dynamiser les marchés. Et si demain, on n'a pas cet outil et qu'on se retrouve dans une situation compliquée, bah, on n'a finalement aucun levier pour éviter une récession et pour redynamiser le marché et les entreprises. Donc forcément, quelqu'un qui a du bon sens veut forcément garder un petit peu de de taux, pour pouvoir appuyer quand il faut, quoi. Donc je pense que la Fed, elle va conserver, quoi qu'il arrive, des taux, comme tu le dis, peut-être à 2%, 2,5 %. Moi, j'avais noté dans mes graphiques, Vincent, Ouais. une information que tu m'avais donnée il y a un moment. Je vais essayer de le Dis-moi. retrouver. Effectivement, c'était 2,51 comme le taux non impactant. Donc c'est un objectif, qui est intéressant, pour, les prochaines semaines à prochains mois. Tu disais quoi, Alors on a des ques le 2,51? ouais, c'est peut-être moi qui notais 2,51 mais 2,50 parce que tu D'accord. viens de nous Oui, c'est confirmer ça, c'est donc c'est 2,50. Mais ouais. ça, c'est un taux d'intérêt qu'on peut espérer retrouver. Alors, en fait, c'est là où ça va être passionnant. En fait, enfin, la macro fondamentale de la finance traditionnelle, c'est archi passionnant. Ça peut être rapide. Là, le taux de la Fed, il est dans l'intervalle 5,25, 5,50. Alors, déjà, le 18 septembre qui arrive, là, on ne sait pas si c'est 50 points de base ou 25 points de base. Et là aussi, ça peut être un piège. Ne souhaitons pas forcément que ce soit 50 points de base, parce que si c'est 50 points de base, c'est qu'il y a une inquiétude sur la croissance. Voilà, maintenant, il va falloir bien évaluer les choses. La Fed peut pivoter, peut baisser ses taux, mais si c'est une baisse trop rapide, ça peut sanctionner les actions et les cryptos parce que le marché va interpréter ça comme il y a une inquiétude sur la Un vrai croissance. danger, ouais. Donc en fait, Ouais, tout à fait. ce dont nous avons besoin pour la mise en place d'un bull run sur octobre, novembre, décembre, peut-être en septembre, hein, enfin bref, nous avons besoin d'une baisse des taux d'intérêt qui soit lente, qui soit sous contrôle et qui soit pour la bonne raison. La bonne raison étant le retour à un régime d'inflation du monde d'avant, pour le coup, on n'en est pas loin, mais des conditions d'emploi qui se maintiennent. En fait, tout ça va être super passionnant. Donc, effectivement, nous avons tous en tête, parce que c'est le plus récent, le bull run de 2020-2021. Dans sa façon de se faire, dans la rotation, dans la saison des alts. Mais c'était exceptionnel. Il y avait des quantités d'épargne disponibles, les taux étaient 0 à 0, voire négatifs. C'était les confinements, les traders particuliers étaient chez eux devant leur plateforme de trading à y aller comme des bourrins. Ce sont des conditions de toute façon qu'on ne va pas retrouver. Donc, même si là on a un bull run, même si là on a une saison des alts, il ne faudra pas se dire ça va être un copier-coller du précédent cycle. Ce sera sûrement plus progressif, plus difficile, plus volatile, plus compliqué, plus épuisant, mais au final, nous aurons quand même une saison des alts, mais qui aura une forme différente. Ouais. Alors justement, tu vois, pour rebondir là-dessus, on a une question de Caclio. Avec l'explosion du nombre de tokens et l'arrivée d'une liquidité qui s'institutionnalise, dur à dire, ETF, et cetera, est-ce que le bull run des alts ne sera pas axé sur la valeur, les big caps notamment, qui génèrent des dollars, comme Ethereum éventuellement avec le staking, versus la croissance, donc les small caps, les shitcoins, et cetera, et cetera. C'est vrai que le marché a complètement changé de panorama, on va dire, avec énormément d'altcoins, avec énormément de nouveaux tokens qui sortent tous les jours et avec effectivement des capitaux qui finalement deviennent plus horizontaux. Et c'est vrai qu'on a du mal à voir un marché qui va progresser dans sa globalité. Et du coup, je pense que je sais pas quelle est ta vision, toi, par rapport à ce cycle. Et est-ce qu'on pourrait avoir finalement tout qui monte ou plutôt que certaines valeurs, quoi. Non, je pense que c'est là où justement je pense qu'on va avoir un cycle qui va être plus difficile, c'est qu'on n'aura pas ce monde de rêve où tout va monter.
La finance, les capitaux vont choisir leur thématique, vont choisir leurs jetons. C'est pourquoi moi, je ne m'inquiète pas sur certains jetons où on sait derrière que c'est une vraie entreprise avec des fondamentaux, du chiffre d'affaires, des perspectives de bénéfices. Ces jetons-là seront favorisés. Ces jetons-là seront favorisés. Alors après, il y a la thématique des. Pour le coup, il n'y a pas de valeur, ça se discute, mais les mêmes coins. Pourquoi? Parce que là, ça va être spéculatif, mais c'est possible que certains jetons passent au travers de ce cycle haussier parce que tout simplement, on s'y intéressera pas et que les capitaux iront ailleurs et l'essentiel va être puisé de toute façon par les ETF. Donc, oui, il ne faut pas se dire le bull run arrive, je ferme les yeux, je lance une pièce, j'achète n'importe quel alt, je vais banquer. Je pense que là, c'est pas vrai, quoi. Mais bon, c'est pas non plus archi compliqué non plus d'avoir sa petite sélection de jetons de blockchain où on sait qu'il y a un vrai truc derrière. Et puis voilà, moi je vous donne NIR et FET, notamment NIR. Là, on peut y aller les yeux fermés, ça va à 10-15 minimum à horizon 12 mois, quoi. Bon. Alors, si on prend du Floki, du PP, du Baume, et compagnie, du WIF et compagnie, oui, ça peut sûrement ça peut sûrement exploser parce qu'il y a un intérêt spéculatif, mais il va falloir sortir rapidement. C'est même pas certain, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir aller sur des choses qui sont un peu tangibles, quoi. Ouais. On peut checker le graphe de NIR rapidement? Je sais pas si tu l'as. Ouais. On avait la question dans le chat. Et il y a un axe qui est intéressant pour regarder justement les projets qui pourraient attirer des capitaux, notamment les projets qui ont des revenus et qui ont des bons revenus. Donc il y a Token Terminal qui partage des choses intéressantes sur les revenus des projets. Vous pouvez aller jeter un œil là-bas. Et sinon, il y a les fees également qui permettent d'avoir une bonne donnée sur les projets qui arrivent à gagner de l'argent. C'est un peu le NIR, débat. elle est super. Moi, j'ai confiance dans NIR. Pourquoi? Parce que c'est un jeton, alors déjà, qui a fini son bear en octobre 2023. Il y a bien les 5 vagues, c'est impeccable. Il y avait la dit, en fait, c'est exactement comme Bitcoin, donc il n'y a pas de souci. NIR, ça, c'est une vague 1. Ça, c'est une vague 1. Ça, c'est une vague 2 classique et qui est restée dans les standards de retracement. On a dû faire 50%, pas plus. Ça, typiquement, c'est comme Bitcoin. C'est une phase de transition latérale pour derrière mettre une grande 3. Et moi, je vois bien un scénario de ce type. Là, 1, une 2, une grande 3, une 4, une 5. Et on revient ici. Il y a aussi le ratio. Et ça, c'est aussi une façon d'approcher les alts. C'est de regarder leur ratio face à BTC. Et vous prenez le ratio NIR-BTC qui avait fait sa touchette en octobre 2023, pile poil sur son plus bas, et qui a une structure de reprise qui est bien foutue. La première jambe, la vague 2, et derrière une 3. Donc, lorsque j'ai à la fois une vue bullish sur la paire en BTC et la paire en USD, et qu'en plus derrière, on sait que ce n'est pas du flanc, que ce n'est pas un même coin, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je peux vous dire, achetez du NIR et rendez-vous à 10 à Noël, quoi. Allez, on va pas prendre de risque, en mars 2025. Ouais, avril 2025, c'est un bon objectif. Mars-avril, c'est Là, un bon objectif. on a tendance, comme on a tous une inquiétude quand même, mais pas un stress, on a tendance à prolonger un peu dans le temps nos objectifs, à les reporter un peu. Ouais. Non, mais les 100 000 $, moi j'ai cette conviction que, vous savez, ça va être rapide. Il y a tellement. Est-ce que vous avez regardé la map de liquidité? Entre 71 et 74, 71, 73, 7, il y a tellement de stops, tellement de gestion du risque de positions short. D'ailleurs, les positions short, vous prenez le funding depuis un mois, elles sont vraiment à un niveau extrêmement élevé. Le jour où, alors c'est fameux ça, le jour où on y va quand, ça c'est un autre débat, mais lorsqu'on arrivera enfin à remonter à la TH, il y a tellement de stops que de toute façon, ça va passer d'un coup sec. Et cette cible des 90, alors moi j'ai une première étape technique qui est entre 89 et 92 pour des raisons multiples. 89-92, je pense que ça peut marquer un top, un stop, un retracement et aller chercher ensuite 100K. Ouais, des scénarios, il y en a pas mal. Moi, je suis assez d'accord avec ton objectif, ton premier objectif. Je serais allé un petit peu plus haut. Je serais allé un petit peu plus haut, mais bon, on va dire à l'approche des 100K, un retracement. Déjà, pour le côté psychologique aussi, que les gens se disent, finalement, tout le monde pensait qu'on allait au-dessus de 100K, mais on n'y va pas. Et puis derrière, on prend tout le monde à revers. Et là, on va casser
On va Pour moi, casser les 100K, on se fait un extrait. 100K, c'est un peu l'objectif dont tout le monde parle parce que ces chiffres ronds. Pourquoi aussi 100K, ça fait parler? Bien sûr, c'est un chiffre rond. Ça fera la une de tous les médias. Ça va être incroyable. Mais c'est aussi parce que c'était l'objectif manqué du cycle passé. Lorsqu'on avait fait le premier ATH au printemps 2021 vers les 64-65K, que ça a redroppé à 30K et qu'on avait fait le pump de l'automne, été-automne 2021 et qu'on a fait 69,9, sur ce pump-là, la cible des 100K, c'était la cible que tout le monde visait, que la majorité visait. Et elle a été loupée. À l'époque, je crois qu'il y avait eu toute l'actualité sur l'interdiction du mining en Chine, des choses comme ça. Et donc, c'est pourquoi moi, je pense que là, c'est un peu la cible minimum du cycle actuel, quoi. Ouais. Bah tiens, vu qu'on en est à parler d'objectifs, une question sur Ethereum. Ethereum, c'est Wood qui nous pose cette question. Ethereum, beaucoup parlent de 5K alors que tout le monde visait 7 à 10K en 2023. Vous en pensez quoi de cette bearish attitude sur ETH? En fait, c'est parce que le jeton patine, c'est parce que le jeton sous-performe depuis des années maintenant. Le jeton n'arrête pas de sous-performer. Il y a eu l'arrivée des ETF, on pensait que ça allait être le réveil. Il y avait eu des signaux techniques pré-bullish sur le ratio ETH-BTC, ils ont tous été invalidés. Ça continue de chasser plus bas. Typiquement, ce que fait ETH-BTC, ce que fait ETH, c'est un phénomène pour moi boursier classique d'épuisement. Ça dure. Et puis quand plus personne n'y croira. Et par exemple, le fait de dire que ça ira pas au-delà de 5000, ça fait partie de cet épuisement mental. Non, mais on n'y croit plus, c'est mort. Allez, c'est déjà bien si ça revient à 5. Et plus on va entendre des choses comme ça, plus moi j'ai la conviction qu'en fait qu'on ira au-delà. Ça, c'est vraiment de la psychologie de marché. Je suis d'accord avec ton analyse. Donc pour moi, non seulement on va remonter à la TH, Ethereum, mais on va le breakout. Et on fera des cibles théoriques qu'on peut calculer de plein de façons avec les extensions de Fibo. Donc, d'autant plus que sur Ethereum, le retracement était tellement profond que je pense qu'on peut parler de vague 2. Alors que Bitcoin, j'ai un doute. Mais sur Ethereum, on peut parler de vague 2. Et donc, limite, soyez contents qu'on puisse parler de vague 2, parce que si on peut parler de vague 2, c'est-à-dire que la 3 n'a pas eu lieu. Et la 3, c'est jamais la plus courte, c'est très souvent la plus importante. C'est celle qui nous permettra de breaker la TH. Voilà. Ouais, sur Ethereum, là, le drop de début août, ça nous amène tout pile poil sur le 0,618. Hein. C'est voilà. à quelques dollars près. Hein. Ce qui est un ratio standard de vague 2, et donc du coup, c'est impeccable. Ouais. Sur Ethereum, moi, j'ai gardé mes objectifs. Il faut en avoir acheté la partie basse. Je sais que certains ont acheté plus haut. J'en connais, mais moi, tous ceux avec qui je parle, qui me disent « Ouais, moi, j'ai acheté à 3200, moi, j'ai acheté à 3500. » Ok, bon, il y en a qui ont acheté plus bas. Hein, mais voilà, ceux qui sont arrivés un peu sur le tard et qui me disent « Oui, Vincent, ça y est, je suis en perte, je perds 30%, je perds 40%. » Les gars, de toute façon, que ce soit 3005, 3002, 3000, 2008, ce sont des prix d'entrée qui seront pour moi tous gagnants l'année prochaine. Donc, je me suis un petit peu mute, j'ai le chien derrière qui aboie. Désolé si vous l'avez entendu, apparemment c'est le cas. Ouais, moi j'ai gardé 8 à 12. Ça va prendre du temps, quoi. J'ai gardé 8 à 12 sur Ethereum. Je pense que on parle quand même de la deuxième crypto du marché qui est en train de construire toute une industrie. Voilà, il y a du FUD effectivement pour plein de raisons, parce que les gens s'épuisent et dans le dernier cycle, Ethereum avait mis du temps aussi à démarrer. Mais Ethereum, ça reste Ethereum. C'est solide. C'est comme si on commençait à douter sur Bitcoin parce qu'il latéralise depuis 6 mois. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on est en train de construire une industrie et Bitcoin et Ethereum sont les piliers de cette industrie. Donc derrière, il y a d'autres projets qui viennent apporter leur pierre à l'édifice et qui seront sans doute sur le moyen long terme intéressants, hein, comme Solana, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais voilà, Ethereum, ça reste Ethereum. Est-ce que dans ce cycle-là, il sera décevant? Peut-être. Mais dans tous les cas, je pense que ce qu'Ethereum est en train de construire, ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Et que si ce cycle-là, c'est un échec pour Ethereum, le prochain sera peut-être meilleur. En parlant de jetons qui épuisent, je voulais juste un mot sur Matic, parce que je sais que Matic, c'est un jeton qui épuise beaucoup de monde, parce que c'était une ex-star. Le machin retrace, revient potentiellement, on se dit le niveau des 0,40, ok, bon, est-ce que ça peut être une... moi, j'ai une vue technique, je me dis, cette zone-là des 0,35, 0,40, ça peut être une partie basse. Il y a eu une tentative de quelque chose sur le jeton Matic il y a 2 semaines, ça fait plouf. Donc là, on est au summum de l'épuisement mental, hein, si je peux parler comme ça, sur Matic.
Moi, fondamentalement, je ne connais pas le dossier, mais bon, on sait derrière qu'il y a un vrai truc, il y a une vraie entreprise. Toi, je veux savoir, Coban, fondamentalement, Polygon-Matic, est-ce que derrière, il y a de la ressource pour que ça puisse réattirer fondamentalement les capitaux? Je crois que ce qui manque vraiment sur Polygon, c'est une communauté. Polygon, c'est vrai que c'est un gros dossier. Dans le premier trimestre 2023, il a été très performant, alors que... Alors attends, c'est 2023 ou... Oui, c'est 2023. Ouais, ouais, il y Et, a eu un début de truc, ouais. et tout le monde y croyait à fond, donc la valorisation a bien augmenté. Et derrière, bah, finalement, il n'y a plus grand-chose qui s'est passé. On a eu des annonces sur le fait que le token allait passer de Matic à Pol, le rebranding, des évolutions. Finalement, bah, on voit plus grand-chose, quoi. Alors peut-être que c'est moi qui ai un peu décroché sur le projet et qui suis un petit peu moins, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite errance, tu vois, qui est en train de se produire sur Matic. Et forcément, les gens y croient moins et se retirent du projet. Ça reste un gros dossier, mais qui effectivement est décevant. Demain, si on a un gros signal technique sur Matic, c'est probablement un projet qui va attirer à nouveau des capitaux et qui pourra aller chercher des résistances. Typiquement, tu vois, moi j'ai en tête Ouais, entre 0,95 et 1,5 $. C'est ouais. vraiment une résistance que j'ai en tête et qui a plutôt bien marché. Si demain on vient break un gros niveau, il y a un play à faire, tu vois, pour aller chercher les 0,95. Bon. Tu vois, elle est Mais vraiment épuisante parce que c'est vrai, là, il y a eu un pump, un début août, il y a eu le début d'un truc, on n'avait pas vu ça depuis super longtemps, ça tentait, et puis finalement, là, ça retombe. Moi, c'est que l'analyse chartiste, hein, mais moi, là, je suis sur une échelle logarithmique. J'ai deux lignes de tendance, une qui attrape les cours de clôture, une qui attrape les extrêmes. Il y a cette zone, voilà, techniquement parlant, si on devait enfoncer ça, ça condamnerait un peu le marché, à moins qu'on ait besoin de faire un nouveau plus bas pour repartir. C'est-à-dire qu'il y a certains jetons qui étaient en fait encore en bear, et c'est possible qu'on soit encore dans la construction du bear et qu'il manque ce cinquième temps qui serait peut-être, ça fait beaucoup de peut-être, en divergence pour que ça reparte. Mais bon, c'est vrai qu'elle est un peu... là, pour le coup, quand on parle d'épuisement, elle en fait partie, quoi. ouais, je Après, pense que voilà, hein. Matic, tôt ou tard, je pense qu'elle va nous faire un gros rebond, un peu à la Solana, peut-être moins performant, moins soutenu, mais c'est un très gros dossier et tôt ou Bon, bah, tard, il y j'espère. aura les capitaux reviendront sur Matic et je pense que, voilà, comme tu l'as dit, on est quand même vers des niveaux très, très bas. On l'a vu tout à l'heure ensemble, hein, on est, globalement sur, potentiellement un double bottom. Après, il faut voir comment le marché réagit dans les semaines à venir, hein, parce que ça, on en a pas encore parlé, mais septembre, c'est moi, c'est vraiment pas mon mois favori pour aller Ouais. pour de la performance. C'est plutôt là où je vais aller rentrer les capitaux, hein, parce qu'en général, on fait des points bas. Mais Septembre, c'est pas un mois top, mais si il y a une structure. Moi, je regardais ce qu'on avait fait sur BTC. Où est-ce qu'il est mon BTC là? Ce qu'on avait fait sur. Je l'ai retiré. Ici. Ce qu'on avait fait sur Bitcoin l'été dernier. Je trouve ça assez similaire. Donc, il y avait eu le drop là de mi-août. Là, il y a eu un short squeeze et un bull trap. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait. Puis on s'était cherché, il y avait une div. Et petit à petit, on avait réussi à invalider le death cross. On avait réussi à reprendre toutes les moyennes mobiles. Ici, il y avait le prix réalisé court terme qui était baissier en analyse on-chain. On avait réussi à le reprendre et c'était parti. Là, je me dis, voilà, est-ce qu'on ne va pas terminer cette phase vraiment relou mi-septembre et parvenir enfin à se libérer. Bon, c'est l'espoir qu'on a tous pour cette rentrée. Voilà. C'est l'espoir qu'on a tous. Pour que ça se passe bien, il y a deux dates. Il y a le 6 septembre, vendredi 6, le taux de chômage US. Il n'a pas le choix, il doit baisser. Il faut qu'il baisse. S'il baisse, ça va vraiment le libérer de ses entraves. Et ensuite, le 18, la Fed. Donc, certains me posaient la question, Vincent, est-ce qu'on peut encore dropper méchamment, faire une dernière mèche sous les 50, 45, etc. Si on devait la faire pour une raison fondamentale, ça peut être soit ça pète quelque part au niveau géopolitique, mais bon, ça pète plus ou moins tous les jours, mais vraiment une bad news, ok, ça, c'est l'imprévu. Et sinon, si ça devait être quelque chose de la finance traditionnelle, c'est le chiffre du 6 septembre.
C'est le seul risque que je vois pour ces prochaines semaines. Et puis derrière, espérer, enfin même, j'aime pas le mot espérer parce que j'aime pas le verbe espérer. Mais moi, je préfère parler de confiance en octobre-novembre. Ouais. D'ailleurs, cet après-midi, on a les inscriptions au chômage. Oui, il y a des Comme stats qui premier, appellent, ouais. Ça va premier compter signal aussi. pour le marché de l'emploi. Ça va compter. Mm. Donc voilà, on en est un peu là, hein. De toute façon, là, dans l'immédiat, on s'est tous fait, enfin, c'est la machine à laver. C'est-à-dire que là, on pensait que ça partait. On a tenté de reprendre, puis bon, ça, voilà, short squeeze, bull trap, retour à la case départ. Retour à la case départ. Finalement, en fait, ça, on est parti trop tôt. C'est un peu une sorte d'anomalie liée à l'actualité. On est toujours en fait dans cette espèce de range qui peut être une phase de conso de cette première jambe de rebond. Donc, tant qu'on tient ça, tant qu'on tient 56, 58, il y a encore la possibilité que ça redémarre et qu'on retourne chercher la tâche. Il va falloir par contre accepter que si on pète cette zone, c'est possible qu'on reparte en drop et qu'on fasse dans ces cas-là, moi, ce que j'appelle le dernier drop, la dernière mèche, qui viendrait chercher cette ligne de tendance, hein, qui est tracée ici en échelle logarithmique, qui est super propre. Hein. 1 point, 2 points, elle est là, elle existe, elle est très propre. S'il devait y avoir un dernier drop, pour moi, c'est le faire ici. Et là, j'aurais encore pas peur de dire que ce serait la dernière opportunité en amont du bull run. Ouais, ça te donne quoi comme zone? Parce que 44, l'open annuel, 45. il est à 42K à peu près. Ça donne, oui, ça donne, c'est dans la zone des 44, 45K, là, si je vais en translation verticale sur la trendline. Ça donne Ouais, du 44. 44. C'est 50% de retracement depuis novembre 2022. En arithmétique cette fois-ci. Il y a pas mal de choses qui, dans cette zone-là, qui attirent un petit peu C'est la les zone yeux. c'est la zone que tout le monde attend. C'est la zone qu'on espérait, enfin, on pouvait atteindre début août quand ça a droppé. Finalement, ça a tenu à 49. C'est la zone que tout le monde attend. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de positions short dans le marché quand tu regardes le funding, parce que c'est la zone qui vise tous. Moi, ce qui me ferait marrer, c'est qu'on les short squeeze tous, quoi. Mais bon, on verra bien. Alors, je vois qu'il y a Robin qui a réagi dans le chat. On peut remercier Cryptomatrix, il a offert un abonnement. On a déjà offert 57. C'est super, merci beaucoup. Ah bah c'est cool. Ouais, je disais, donc il y a beaucoup de choses dans cette zone-là, des 42 à 44K. C'est le prix moyen de production du Bitcoin également aux États-Unis. Ah, c'est Il y a intéressant. CoinGecko là, qui a sorti une étude il y a quelques jours sur les coûts de production. Alors attends, je vais mettre le lien dans le chat, je me le suis mis de côté quelque part. Et il y a une carte qui est intéressante. C'est une question qu'on se pose souvent. Quel est le prix de production du Bitcoin? Ouais. Et donc, la carte, vous pourrez y jeter un œil si jamais vous avez des envies de voyage. Moi, j'ai découvert avec grand plaisir que le coût de production du Bitcoin en Argentine était de 9 000 $. Étant donné que j'aime bien ce pays, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller mettre des mineurs de Bitcoin là-bas? 9 000 $. Ouais. C'est pas mal, 9 000 $. Quand tu te poses des questions de savoir, parce que tu vois, je me pose souvent la question, si on doit dropper à partir de maintenant, sachant qu'on a eu déjà le halving, les coûts de production ont forcément augmenté, qu'est-ce qui va se passer pour l'industrie si jamais, tu vois, on doit retourner vers sous les 40K typiquement? Jamais le fameux niveau des 42 à 44K, finalement, on le break par le sud et qu'on arrive dans des niveaux qui sont très compliqués pour l'industrie du Bitcoin, sachant que c'est quand même une industrie qui se développe avec beaucoup de choses hyper intéressantes et notamment pour les énergies renouvelables, pour le fait voilà, d'améliorer notre planète d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se passerait si finalement tous les mineurs ils deviennent plus rentables et qu'ils sont obligés de couper? Et donc, j'ai quand même tendance à croire qu'on va défendre cette industrie et que revoir du BTC durablement, j'entends, parce que sur une phase de 2-3 semaines, pourquoi pas. Ouais. Mais sous les 40K, ça me paraît quand même un peu Pour moi, compliqué. si on y va, c'est un flash crash. C'est-à-dire que si vraiment on y va, c'est parce qu'il y a cette fameuse mauvaise nouvelle. Hein. Mmh. On y va, ça serait tellement rapide que ça les menacerait pas. Mais Ouais, tu es un peu dans la même projection que moi, quoi. De se dire que c'est possible, mais c'est bah, pas disons, tenable si jamais on durablement, fait quoi. ça, de toute façon, si on mèche vers les 40, on sait que de toute façon, tout le monde se fait sortir. Ça remet les compteurs à zéro pour tout le monde. Ça fait beaucoup de pertes aussi en capitaux. Hein. Ça va remettre les compteurs à zéro pour beaucoup de monde. On va atteindre le désespoir ultime. On sera sur le taux de Fear and Greed Index en extrême fear, on sera sous 10.
Tu verras fleurir les articles, il n'y aura pas de bull run, c'est terminé, échec du cycle, première fois depuis 2009 que le cycle haussier échoue, etc. Tu verras tout ça partout exploser. Et puis en fait, ce sera le point bas. Ouais, bah, c'est clair que faut acheter dans la peur et vendre dans l'euphorie. Donc il faut garder des réserves de capitaux, quoi. Donc là, je pense qu'on est à un turning point où il faut mettre des réserves de capitaux plutôt que se dire je rentre maintenant bien. Soit, bon, tout le monde est encore en position, de toute façon, tout le monde a des positions, donc ça c'est très bien, on ne touche pas. Si on a encore des capitaux, je me dis, soit j'attends vraiment le breakout de la TH, j'attends qu'on parte en bull run, cette fois-ci, je suis certain, c'est bon, et je mets ce que j'ai envie de mettre encore, et ça part. Ou sinon, je les garde au chaud, et j'attends le scénario de l'extrême fear pour charger à super bon compte, quoi. Mais je n'irai pas maintenant en mode qui tout double, est-ce qu'on a fait le point bas ou pas, quoi. Ouais, c'est un peu ça, effectivement. C'est vraiment la période qui tout double, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Ok. Bon, je vais proposer, si on a quelques questions dans le chat, de reprendre une ou deux questions ou éventuellement si vous avez des tokens que vous voulez qu'on regarde. Et puis après, on pourra clôturer, je pense, sur cette petite séance, non pas café, mais apéro. Il est quelle heure là? Oh, il est midi 12. Non, Midi moi, 12, c'est ouais. 19h, n'oubliez pas. Moi, j'attends 19h. Midi 12, c'est l'heure où Obélix a toujours faim. Voilà. C'est vrai? Ouais, midi 12. Ah, je savais pas. Bah... Bon, on va aller manger alors. Quid du tonne? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Quid du tonne? Le Alors, tonne. je t'en prie. Vas-y, je te laisse répondre. Non, alors moi, techniquement parlant, en fait, il y a deux zones, hein. Il y a la zone basse, là, des 5, qui a été travaillée parce qu'il y a eu de la vol suite à l'arrestation du patron. Mais la zone technique parfaite, pour moi, c'est la zone des 3 $. Après, pour la revoir, il faudrait vraiment que l'entreprise soit menacée. Mais si on va à 3 $, c'est une offrande. Le problème du tonne, c'est qu'en fait, à la différence de beaucoup d'alts, il n'a pas eu de phase corrective depuis mars dernier. Moi, je suis quand même plus à l'aise avec les jetons qu'on retracés, quoi. Ouais, moi j'ai la moyenne mobile 50 à 4,28 ou 4,30 à peu près. Déjà, ça m'intéresserait en weekly. Je sais pas si on ira. Je t'avoue que j'ai ouvert un petit long hier ou avant-hier sur le tonne. Parce qu'il avait été annoncé qu'il serait libéré mercredi, tu vois. Ouais, et puis derrière, maintenant, il y aura peut-être des. Il n'est pas autorisé à quitter le pays, mais si les choses avancent bien, c'est clair qu'il y aura une remontada. Hein, mais... Enfin, remontada, le jeton, c'est pas non plus effondré. Hein. Oui, ben, en fait, le Telegram et Ton sont plus ou moins détachés parce qu'il avait eu déjà des soucis par rapport au projet Ton avec Telegram et du coup, à un moment donné, ils ont libéré le projet, il est open source, voilà. Donc, ils sont plus vraiment liés les deux projets. Mais forcément, si on tape sur Telegram, ça va forcément impacter ce réseau qui est quand même bien intégré à l'application. Ouais. Mais comme beaucoup de nouvelles, souvent une bonne nouvelle retrace et une mauvaise nouvelle retrace aussi dans le sens inverse. Les news, c'est pas forcément l'idéal à trader parce qu'il y a pas forcément une grosse probabilité qu'une news soit derrière conduise à une hausse organique. Donc voilà, c'est chacun trade comme il entend, mais en général, quand il y a une grosse news négative et qu'on voit le prix qui dump, il y a souvent une réaction inverse qui se produit assez rapidement. Donc, c'est un des setups que moi j'utilise perso. On avait une question sur alors, quelle est votre analyse du potentiel performance sur ce bull run des anciens coins qui ont déjà vécu au moins un bull run versus les nouveaux shiny coins? Je sais pas si toi tu as un avis là-dessus. Moi j'en ai un. Je sais que c'est cette statistique que tu m'avais partagée, que tu avais calculée, je crois, qui disait que. Ouais. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Elle disait qu'il y a 98% des coins qui ne font pas de nouvelle ATH après avoir déjà vécu un bull run. Et vous savez, par rapport à ça, si on prend les ex, prenons typiquement deux grosses entre guillemets, LT, XRP. Déjà, viser la TH, ça fait déjà de la perf. Donc bon, si ça va pas au-delà. Ça se tient. Après, c'est vrai que forcément, des jetons qui sont aussi anciens, il y a eu beaucoup de dilution, souvent, du token. Donc déjà, viser la TH, parfois, ça peut être une belle Ça peut être un performance. nouveau record en soi, effectivement. On peut peut-être conclure sur Tao, FED, parce que FED, je sais que tu le suis, notamment avec ASI et tout ça. Ouais, fait, elle est belle.
Ouais, se poser un peu la question sur l'intelligence artificielle dans l'écosystème? Est-ce En que fait, c'est elle quelque est chose belle parce qui qu'elle a bien retracé, parce que c'est effectivement la thématique de l'AI. Et puis bon, voilà, si par exemple, on parlait tout à l'heure de rotation entre classes d'actifs, viendra bien un moment où les flux vers Nvidia peuvent s'arrêter. Et les capitaux qui cherchent de l'intelligence artificielle, ils vont penser à quoi? Ils vont réaliser qu'on peut trouver aussi des boîtes de l'intelligence artificielle dans le monde de la crypto. Et donc là, il y aura. Ça, c'est une thématique, il ne faut pas croire qu'elle est terminée, quoi. Donc, moi, je suis beaucoup le fait et le fait BTC. Et le fait, quand le fait qui est revenu sous les 1 $, alors c'est un mouvement haussier qui est ancien, hein, mais ça fait partie des plus fortes. Donc, comme ce cycle est compliqué, mieux vaut attraper les retracements des plus fortes. Ouais, tout à fait. Bon, ça, c'est vrai, à mon avis, tout le temps, hein. Identifier les plus fortes, ça fait partie, d'une bonne façon de savoir où aller chercher, de la performance. On a Voilà. envie de miser sur les fortes, on n'a pas envie de miser sur les faibles. Au contraire, on a envie plutôt De toute façon, d'aller shorter les faibles, quoi. pour vous comment dire, pour identifier un jeton qui est fort, entre guillemets, je pense que vous pouvez vous poser simplement, techniquement parlant, une question. Quelle est la forme du graphique face au Bitcoin? Et si depuis octobre dernier, c'est une phase haussière, ça fait partie des jetons forts. Tout à fait. Bon, bah, écoute, je te propose qu'on clôture là-dessus. On s'était fixé un objectif d'1 heure, on a fait 1 h 20. On est pas Parfait. mal, On est bien. on est pas mal. Bon, n'hésitez pas, si vous Ah, voulez merci qu'on à tous. reproduise, l'expérience, à aller sur Twitter et à balancer des commentaires en ce sens, sur l'information du live. Et puis, bah, merci Vincent d'avoir été là. C'est Bah, cool merci à toi, de Kuban. Merci à tous. Et puis, bon, vivement quand même le live des 100K. oui. Alors, ce live des 100K, je serai ici avec ma caisse de Moët et Chandon juste derrière. Ah oui, d'accord. Écoute, on boira un verre à l'occasion ensemble, Voilà. une petite bouteille de champagne avec grand plaisir. Voilà. Bah, Merci à tout le déjà, monde. il y aura le live de la TH. Bon, déjà, soyons par étapes. C'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être effectivement, intéressant. Bon, beh, merci à tous. Salut tout le C'était un monde. plaisir de vous avoir et puis, bah, je vous dis, à bientôt. À bientôt. Ciao, Salut. ciao.